Dans la dernière vidéo, je vous ai montré une expérience qui démontre que la mémoire de l'eau est une réalité, puisqu'on peut, à partir d'un simple signal électromagnétique et d'une enzyme qu'on appelle une ADN polymérase, refabriquer un brin complet d'ADN alors que aucun ADN physique ne l'alimente, n'est lu par la polymérase. Ça veut dire que cette polymérase, elle est capable de lire non pas une matière, mais un spectre de fréquences, celui qui a été mémorisé dans les domaines de cohérence de l'eau. Et ça confirme exactement ce que dit la physique quantique, c'est-à-dire que la matière n'existe pas, c'est le spectre de fréquences de cette matière qui, en général, nous permet de prendre conscience de son existence. C'est-à-dire que nous recevons des fréquences, des spectres de fréquences, et nous interprétons ces fréquences comme des choses dures et impénétrables qu'on appelle des atomes. Mais derrière ces atomes, ce sont des fictions. Il y a une seule réalité, c'est le vide quantique, qui, effectivement, peut créer toute matière, on le démontre tous les jours, dans des accélérateurs de particules. Alors, évidemment, dans les accélérateurs de particules, on utilise de l'énergie pour faire apparaître des choses observables, matérielles. Mais sachez que vous pouvez travailler en dessous des incertitudes d'Heisenberg pour travailler avec ce qu'on appelle de la matière virtuelle ou des photons virtuels, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas les sortir du vide, mais vous pouvez les mettre en évidence. Par exemple, on peut mettre en évidence le fait que deux molécules d'eau vont rester soudées l'une avec l'autre par ces créations incessantes de photons qui viennent du vide. On sait aussi que l'hydrogène et l'oxygène ne sont pas des boules, ce sont des spectres de fréquences qui viennent d'une oscillation du vide qui fait matérialiser les masses dont on a besoin, et toujours en dessous des relations d'incertitude de Heisenberg, de telle manière à ce que, lorsqu'on moyenne tout ça dans le temps, on observe quelque chose qu'on peut interpréter comme étant un objet de matière. On a vu aussi cette roue de Marchal-Duchamp, qui, lorsqu'elle est immobile, a du vide, et puis lorsqu'elle tourne à très haute fréquence, se comporte comme une particule dure et impénétrable. Donc on voit très bien que le fait de vouloir s'accrocher à des modèles du 19e siècle, c'est-à-dire de dire, ben voilà, j'ai des boules, des bâtons, non, tout ça c'est des cohérences quantiques qui s'expriment à partir du vide et avec, pour ce qui concerne la matière vivante, une substance qui est de loin la plus importante et la plus grande en nombre, c'est l'eau. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est aller encore un étape plus loin. Avec Luc Montagnier, donc, on a pu créer un ADN qui est la signature d'un être vivant. Là, ce qu'on va faire, c'est se poser la question, est-ce qu'on peut faire ça avec des systèmes non biologiques? Parce que la mémoire de l'eau, elle est vraie aussi pour des systèmes non biologiques. À partir du moment où vous avez des bulles de gaz, des sels dissous et de l'eau, vous n'avez pas besoin de graisse, de lipides. Les bulles de gaz peuvent servir d'interface pour faire ça. Alors l'expérience a été faite, c'est une expérience qui a été faite en Russie par un scientifique qui s'appelle M. Volkov. Alors on va retrouver toujours cette idée, on va prendre une expérience qui est bien connue. Ça c'est une expérience qui est utilisée couramment dans la police scientifique. Quand vous avez eu une scène de crime où il y a du sang qui a coulé, en général le meurtrier, s'il ne veut pas se faire attraper, il nettoie pour être sûr qu'il n'y ait plus de traces de sang. Hélas, pour le meurtrier, il peut nettoyer à l'échelle du micron, mais il ne peut pas nettoyer à l'échelle du nanomètre. C'est-à-dire qu'il y a toujours des traces de protéines, d'hémoglobine qui restent sur une scène de crime, ce qui fait que vous arrivez, les policiers arrivent avec cette molécule qu'on appelle le luminol, on l'asperge sur là où on soupçonne qu'il y a eu du sang, et après on éclaire avec une lumière ultraviolette. Quand on éclaire avec la lumière ultraviolette, le luminol s'excite, et s'il y a de la luminescence, c'est qu'il a été en contact avec du fer. Et ce fer ne peut être en général que de l'hémoglobine, donc on sait qu'il y a là qu'il y a eu du sang, donc prélèvement, ADN et PCR. Bien sûr, on fait une PCR parce qu'on a très peu de matériel génétique, et c'est comme ça qu'après on peut coincer aujourd'hui les meurtriers. Ne vous amusez pas à tuer les gens,
ou alors si vous les tuez, essayez qu'ils ne saignent pas, parce que la moindre goutte de sang peut aujourd'hui être exploitée pour retrouver votre ADN sur n'importe quelle scène de crime. Alors on va prendre ce luminol, qui a la propriété donc de rentrer en luminescence, donc vous voyez une belle luminescence bleue, lorsqu'il est excité par un rayonnement électromagnétique ou par du fer, parce qu'évidemment on peut l'exciter, même s'il n'y a pas de fer, il suffit simplement d'envoyer une lumière qui a une certaine longueur d'onde, et hop, il s'excite. Alors bon, voilà, il y a deux états, ce qu'on appelle l'état singulier et l'état triplé, c'est l'état triplé qui permet de faire la luminescence. Et voilà donc ce qu'on va mettre dans un tube, de l'eau oxygénée et du bicarbonate de soude, plus le luminol. Et puis bien sûr, beaucoup d'eau. Alors pourquoi de l'eau oxygénée? C'est pour faire des bulles, et comme le bicarbonate aussi, ça a cette propriété, c'est son équilibre avec du CO2, qui est un gaz, et qui va donc faire des bulles. Donc on est sûr qu'il y aura des bulles de gaz dans le tube pour pouvoir faire les domaines de cohérence. Le luminol, il est là parce qu'on veut détecter toute interférence électromagnétique qui pourrait agir sur le tube. Voilà, alors pour être sûr que tout ce qui interagit sur le tube ne vient pas de l'extérieur, on scelle le tube pour qu'il n'y ait plus d'air qui rentre. Et ensuite, on lui met un cache tout noir. C'est-à-dire, on ne veut pas que de la lumière qui soit dans le noir complet, et sauf que, évidemment, on a pris soin dans le tube de mettre ce qu'on appelle des cellules photoélectriques, pour que si jamais le luminol se réveille, on puisse le savoir sans ouvrir le tube. Donc il faut que tout ça c'est en milieu parfaitement clos. Et puis après, on attend, et puis voilà, on enregistre sur... il y a des fils qui sortent des photomultiplicateurs qui sont à l'intérieur du tube scellé, dans le noir, et on peut récupérer le courant électrique, et on voit que régulièrement, le luminol s'excite. Alors qu'il n'y a rien pour l'exciter, il s'excite tout seul. Bon, ok. Alors on dit quand même c'est pas normal, il doit bien y avoir quelque chose qui l'excite, il ne peut pas s'exciter tout seul, et de fait, quand on analyse la période de ces choses-là, on trouve que c'est un cycle de 24 heures. Donc ça c'est un cycle qui est bien connu, c'est qu'en fait le luminol, il voit quand le soleil se lève et quand le soleil se couche. Sauf qu'il est en noir complet. Donc là vous avez une expérience qui vous montre qu'un simple tube d'eau qui contient un peu de gaz et de sel, est capable de savoir quand le soleil se lève et quand le soleil se couche. C'est quand même une expérience intéressante. Et ce n'est pas le plus intéressant c'est ça. C'est que pendant que l'appareil tournait, il y a eu une éclipse lunaire. C'est-à-dire que le soleil est passé dans la Lune. Ce n'était pas prévu dans l'expérience, mais il se trouve que l'appareil était en marche, et regardez ce qui s'est passé. Là, vous avez donc l'éclipse qui démarre, et on voit donc une augmentation spectaculaire. Dès que le soleil passe devant la Lune, le luminol devient fou, il s'excite, et après, il va falloir attendre un certain temps, donc d'ici 41 heures après l'éclipse, il est toujours excité, et pouf, il finit par se dire, bon ben ça y est, c'est fini. Sauf que c'est 41 heures après l'éclipse. C'est-à-dire que 41 heures après une éclipse lunaire, il y a quelque chose qui reste et qui dit au luminol, il s'est passé quelque chose. Et ça, ok, mais ce qui est intéressant, c'est le pic suivant, 72 heures après, boum, nouvelle excitation du luminol. À des niveaux qui sont du même ordre de grandeur que les niveaux de pendant l'éclipse. C'est-à-dire que l'eau s'est souvenue que 72 heures avant, il y avait eu une éclipse. Voilà, donc ça c'est publié, c'est des expériences qui sont simples, elles mettent en jeu de l'eau, du gaz, pour démontrer que, et des sels, comme les bicarbonates, pour montrer que cette combinaison eau, gaz et sel a tout ce qu'il faut pour être sensible à des champs électromagnétiques. Voilà, et ça nous prépare le terrain pour la dernière vidéo de cette série, où je vais vous montrer les conséquences pratiques de ces choses.